Muta Lufonsi, Mundi, Muta Lufonsi Ko, Lufonsi Musingo, ah, qu'est-ce qui bénit, Lufonsi, à pas qui dit pouvoir. De le papouer la cadisso, parfum, oh, mondialisation, colonisation, terrorisme, népotisme, démocratisation, extrémisme, esclavagisme, élection, ma bonhomie. Unis par le sens de son enfant, longtemps courbé, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix, la demeure de notre souveraineté, Congo, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Pourquoi fédéralisme en touchant de la balkanisation? Juste un petit rappel d'actualité. Un homme politique, Olivier Kamita, pour ne pas le citer, récemment est venu au créneau, est monté au créneau avec, en prônant la notion de fédéralisme comme forme de l'État. Quelques-uns de leur plateforme politique ont cherché à défendre cette position qui entraînerait nécessairement un changement de notre constitution, puisque nous sommes sous un régime unitariste. Ça a paru quelque peu suspect que ça vienne à ce moment-ci, au moment où plusieurs tentatives de balkanisation du pays, quand on dit balkanisation, c'est pour faire allusion à ce qui s'est passé dans cette partie-là de l'Europe de l'Est, où le pays a été dépecé. Cette région-là de l'Europe de l'Est, où il y avait la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, s'appelle les Balkans. Un peu comme nous, on parle des grands lacs en Afrique, en disant notre sous-région. Et les Balkans, au terme justement de guerres fratricides, en sont arrivés à l'éclatement des pays comme la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie pour former plusieurs pays aujourd'hui qui s'appellent la Serbie, le Monténégro, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Slovaquie. Donc, avec la Tchéquie également. Il y a eu comme ça donc une myriade, un éclatement en plusieurs pays plus petits qui a donné le nom à balkanisation. Alors notre premier orateur de l'après-midi sera M. Christopher Moutamba. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le coordonnateur général de la société civile de la RDC, qui va d'abord nous parler des notions générales d'un régime unitaire qui est celui que nous connaissons. On parle de régime unitaire fortement décentralisé par rapport à un régime fédéral. Voilà comme première intervention. Et coordonnateur général, vous avez la parole. Je vais parler du système fédéral d'abord, fédéralisme. Je vais le définir et puis donner les caractéristiques. Je vais parler du système unitariste, définir également et donner les caractéristiques. Et établir la comparaison entre les deux. Ça, ce sont dans les généralités. Et puis, je voudrais, où nous pourrions ensemble, à la lumière de ce que nous avons entendu, évaluer ou parler du système unitariste
décentralisé. Et pourquoi cette approche-là? L'unitarisme, forcément décentralisé. Pourquoi cette approche? Pourquoi c'est pour la logique de concilier les deux? Et pourquoi chercher à concilier les deux? Et j'aimerais, pour commencer, dire que les systèmes ne sont pas choisis par hasard ou pour la forme. Ces systèmes où les systèmes sont choisis par rapport aux réalités sociologiques, sociopolitiques, aux buts poursuivis par les États ou les nations, également en s'appuyant sur l'histoire. Et ces systèmes nous projettent dans l'avenir, dans le futur, et ont pour finalité que les États ou les entités qui en découlent soient bien gérés pour l'intérêt de tout le monde. C'est ça le but poursuivi. Le fédéralisme se définit comme étant un système politique où le pouvoir est partagé entre un gouvernement central et des gouvernements provinciaux ou locaux. Chaque niveau de gouvernement a des pouvoirs distincts et souvent exclusifs. C'est-à-dire, il y a un gouvernement central qui a ses prérogatives, mais qui ne s'étendent pas jusqu'aux gouvernements provinciaux. Les gouvernements provinciaux ont aussi leurs prérogatives. Et ce système a pour caractéristique la division du pouvoir, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire le pouvoir est divisé entre le pouvoir central et le pouvoir des entités fédérées. Il y a l'autonomie des entités fédérées. C'est-à-dire que ces entités fédérées-là ont une autonomie bien définie dans les textes et qui leur donne plein pouvoir. C'est-à-dire si un pouvoir est détenu et dévolu à une entité provinciale, cette entité l'exerce pleinement, sans interférence au pouvoir central. Et ils ont souvent la capacité de légiférer. Vous allez trouver que ces entités légifèrent sur des problèmes internes comme l'éducation, la santé et d'autres questions. Par exemple, actuellement, quand nous référons aux États-Unis, nous avons l'impression, nous avons constaté que la question, par exemple, qui concerne l'approche LGBT, il y a des États qui peuvent aussi être les provinces, appeler provinces ailleurs. Aux États-Unis, il y a un pouvoir fédéral, presque un pouvoir central. Il y a des États. Et ces États ont leur propre approche. Et vous allez trouver dans certains États, on vous dit qu'on célèbre les mariages homosexuels. Le maire est là, il préside, et puis il fait. Mais dans certains autres États, on vous dit qu'ils ne le font pas. Et ces États-là ont une autonomie. Ils ont la plénitude du pouvoir de le faire. L'État fédéral, c'est-à-dire le pouvoir central, ne peut pas s'imposer pour dire, voilà, nous disons non. Il y a le pouvoir comme tel est compartimenté. C'est-à-dire, le pouvoir central, oui, il a ses prérogatives. L'État fédéral, l'entité fédérée, a son pouvoir exclusif pour l'exécuter. Et, en d'autres termes, en termes de caractéristiques, il y a une constitution qui définit tout ça, qui définit l'étendue de chaque pouvoir.
Vous pouvez aussi voir dans certains systèmes fédéraux, il y a le double citoyenneté. Vous allez trouver quelqu'un qui est agréé par une entité fédérée, comme étant citoyen de cette fédération-là, de cet État. Même si au niveau national, il n'est pas reconnu en tant que tel. Mais on peut vous dire, c'est citoyen de tel, il est citoyen de tel État. Il est reconnu en tant que tel, et cet État-là a le pouvoir, ou cette province-là a le pouvoir de considérer que c'est notre citoyen. Ils peuvent activer la citoyenneté. Dernièrement, j'ai vu une circulaire du ministre de la Justice, qui remet de l'ordre en ce qui concerne l'attribution des nationalités. Il dit que c'est sa compétence exclusive. Personne d'autre ne peut le faire. Parce qu'il y a un peu des abus de province, il y a des gens à qui on apporte la citoyenneté et la nationalité à qui on dit. Alors, dans tout cela, il y a la Cour suprême. La Cour suprême, qui est une instance judiciaire, elle a l'habitude de trancher tout conflit de compétences entre l'État fédéral et les États fédérés. Donc, elle tranche ce conflit. Donc, nous avons une idée sur le fédéralisme. Ok? Nous allons parler de l'unitarisme. L'unitarisme, c'est défini comme un système politique où tout le pouvoir est centré dans un gouvernement central unique. Les subdivisions administratives, comme les provinces et autres, n'ont que des pouvoirs délégués par le gouvernement central. Elles peuvent être modifiées ou abolies par celui-ci. C'est-à-dire, il y a un pouvoir concentré au niveau central. Comme chez nous, les provinces ont un pouvoir limité parce que les provinces gèrent par délégation. C'est-à-dire, c'est le pouvoir central qui délègue son pouvoir aux provinces. Et ces provinces-là gèrent presque par délégation. Et le pouvoir central garde l'impérium, a la latitude de changer, de modifier certaines choses. Ceci que vous avez vu dans notre pays, il y a eu à un certain moment une cacophonie au niveau des provinces où les assemblées commerciales avaient l'habitude de choix à tout bout de champ et les élus, c'est-à-dire les gouverneurs, les gouvernements provinciaux. À un certain moment, le pouvoir central a pris une décision de ce soir à tout ça. Donc, on ne peut plus le pouvoir des assemblées provinciales, non plus le pouvoir de se réunir et puis de choisir un gouverneur sans l'avis du pouvoir central. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, le pouvoir central, il y a cette autorité-là, peut dire oui, on peut ou ne pas. Donc, on a retiré ce pouvoir-là de légiférer aux entités décentralisées. Caractéristiques. Centralisation du pouvoir. Donc, c'est quoi que je voulais vous dire. Le pouvoir est concentré au niveau central. Les décisions importantes sont prises par le gouvernement central. C'est comme dans notre pays. Le pouvoir est concentré au niveau du gouvernement central. Les provinces existent, bien qu'il y ait des assemblées provinciales et autres, mais les grandes décisions sont prises au niveau central. La subordination des entités locales. Les provinces n'ont pas d'autonomie législative propre. Ils s'appliquent des lois décidées par le pouvoir central. C'est-à-dire les provinces, quand vous allez dans les assemblées provinciales, vous allez trouver qu'elles ont bien sûr leur règlement intérieur, mais en termes de loi plutôt, ils ne légifèrent pas, ils n'ont pas de loi à leur niveau. Les seules lois qu'ils appliquent, c'est la
ce sont les décrets, les arrêtés et tout ça qui sont décidés au niveau national de ce qu'ils appliquent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de véritable pouvoir. Les assemblées provinciales n'ont pas de véritable pouvoir en tant qu'assemblée délibérante. Il y a la flexibilité administrative. Le gouvernement central peut créer, modifier ou supprimer des entités locales à sa guise. C'est comme on a entendu parler d'un territoire à la Bénin. À un certain moment, le président de la République a dit à pouvoir on supprime. C'est le fait territoire. N'est-ce pas ça? Donc le gouvernement central a cette latitude-là de supprimer. Donc il y a une flexibilité. Il y a l'uniformité législative. Donc il y a une tendance à l'uniformité des lois et des politiques à travers tout le pays, c'est-à-dire tous les territoires. Lorsque, au niveau central, on décide, cela doit se répercuter mutandis dans toutes les entités décentralisées. Donc, il n'y a pas un pouvoir qui peut s'ériger pour dire quelque part, non, ça c'est mon ressort. Je décide en tant qu'entité autonome pour telle question. Non, tout, il faut se référer au pouvoir central. Là, il n'y a pas de conflit de compétences. C'est-à-dire, une fois que c'est décidé au niveau central, il n'y a pas au niveau des entités fédérées une possibilité, une capacité de dire voilà, nous ici, nous décidons comme ça. Même si le pouvoir central passe comme ça, nous décidons comme ça, comme ça s'est fait au niveau du système fédéral. Toutes les entités fédérées ont la latitude des provinces, ont la latitude de dire voilà, nous pensons, compte tenu par exemple de nos coutumes, nous pensons qu'ici chez nous, un homme et une femme ne peuvent pas se marier. Même si au niveau central, on a décidé ainsi. Mais ici, chez nous, nous avons nos dispositions et ça, c'est au niveau du fédéralisme. Au niveau du système unitariste, tout est décidé au niveau central. Alors, je vais faire une petite comparaison. Dans le fédéralisme, le pouvoir est partagé et constitutionnellement protégé pour chaque niveau de gouvernement. Le pouvoir est partagé. Le pouvoir central a ses prérogatives. Les provinces ont leurs prérogatives. Et il y a des textes qui déterminent l'étendue de chaque pouvoir ou les compétences de chaque pouvoir. Et ces pouvoirs-là ont un caractère exclusif. Donc le pouvoir central ne peut pas empiéter sur un pouvoir provincial. La province va dire ça, c'est un pouvoir qui m'est exclusif. Il décide sur ça de manière exclusive. Tandis que dans l'unitarisme, le pouvoir est centralisé. Les entités locales n'ont que des pouvoirs délégués. On l'a dit tout à l'heure. Dans le fédéralisme, le pouvoir est centralisé, donc c'est de la compétence du pouvoir central qui décide, et les autres n'ont pas de décision. La flexibilité. Le fédéralisme peut être moins flexible en termes de réformes administratives, car les changements doivent souvent passer par des processus constitutionnels, car les changements doivent passer par des procédures constitutionnelles, tandis que l'unitarisme permet une plus grande flexibilité administrative. Est-ce qu'on se comprend? La représentation. Le fédéralisme peut offrir une meilleure présentation des diversités régionales et culturelles, tandis que l'unitarisme
peut parfois marginaliser des spécificités locales. Au niveau du fédéralisme, on tient compte de la diversité, des spécificités. Une entité fédérée ou une région ou une province peut dire, nous, en tout cas, compte tenu de nos us et coutumes, nous pensons que telle disposition ne peut pas être appliquée ici. Ça peut choquer les consciences. Tandis qu'au niveau du fédéralisme, il n'y a pas cette possibilité. L'unitarisme, il n'y a pas cette possibilité. Ce qui est décidé au niveau central est appliqué, il n'y a pas de flexibilité. Et dans cette comparaison, nous devons quand même dire que ça peut s'entraîner certaines frictions, en ce sens que les provinces ne sont pas pareilles. Il y a toujours des petites spécificités là où l'on vous dit que les Bangala, par exemple, on applique, où il y a des points qu'on ne peut pas citer. Il y a des points où l'on applique, par exemple, le matriarcat. Les points où on applique le patriarcat. Et lorsqu'on entre dans des conflits matrimoniaux, vous allez trouver que, comme nous sommes ici tous, nous dépendons des pouvoirs unitaires, bien que décentralisés, il n'y a pas de flexibilité. On applique ce qui est dans la loi, ce qu'on applique. Même si au niveau des coutumes, on vous dit il y a des kizosi, il y a ceci et tout ça, on vous dit qu'on applique ce qui est dans la loi. Alors que, en suivant certaines coutumes, on vous dira, du point de vue des droits, on vous dira que dans telles circonstances, c'est tel, par exemple, c'est du côté des mamans qui ont le pouvoir de faire ceci, de faire cela. Mais la loi, bien sûr, elle a tenu compte de tout ça, et c'est une synthèse, elle est appliquée en tant que telle dans notre système qui est un système unitariste, bien que fortement central. Adaptabilité. Le fédéralisme peut permettre une certaine adaptabilité aux besoins locaux, tandis que l'unitarisme peut imposer une uniformité qui ne convient pas toujours à toutes les régions, à toutes les provinces. Ce que je venais de dire, ça peut entraîner certaines frictions, certaines frustrations, mais c'est le système qu'on a choisi et il est. Alors, je voudrais terminer par l'approche du système unitariste fortement décentralisé. Et on aborde cette approche-là tout simplement pour essayer de concilier les deux. C'est-à-dire, on va avoir un système fortement centralisé, où le pouvoir central a tous les pouvoirs, mais du point de vue de flexibilité, on essaie d'attribuer certaines prérogatives aux provinces qui essaient de les exécuter, mais toutefois, il y a cette réalité, les provinces n'ont pas de pouvoir réel, parce que les provinces sont gouvernées et ces entités-là le font par délégation de pouvoir, tout vient du pouvoir central. Alors, pour le cas de notre pays, on a toujours estimé que, de ce que je vais le définir ici, le pouvoir fédéral, le système fédéral, a toujours été représenté, a toujours présenté des dangers. Parce que derrière, il y a certaines velléités. En introduction, j'ai dit que ces systèmes sont appliqués pour respecter, pour atteindre certains objectifs. Ces objectifs-là peuvent être pour certains inavoués. Et on vous glisse quelque chose comme ça pour vous entraîner vers un glissement, vers une réalité qui peut s'avérer douloureuse pour la nation. Et je n'aimerais pas empiéter sur le thème de l'homme intervenant. J'aimerais me limiter à ce niveau. Je
avez saisi ce que c'est ce système fédéral, ce que c'est le système militariste. Vous avez saisi la comparaison des deux. Et vous avez saisi les avantages des uns et de l'un et de l'autre. Je crois que je dois me limiter à ce niveau-là. Et je vous remercie. Pas accorder cette tribune d'expression pour que nous puissions réfléchir là-dessus. C'est très important. Je remercie également le permanent de ses orientations et de ses conseils, tout le monde. C'est l'occasion aussi de saluer l'engagement pendant tout ce long de notre coordinateur général de Saint-National. Si à l'université nous avons pris 5 ans, mais en apprenant à la société civile, nous avons pris plus de 15 ans, on dit que c'est plus que l'université. Nous avons pris à vie et nous étions actifs sur le terrain. Je vais lentement et doucement pour aborder le thème, mais avant je vais vous raconter une petite histoire, parce que je suis un garçon timide par rapport à une attitude de pays. La petite histoire, j'étais un militaire qui, une école de dimanche, une fois j'étais en train de prêcher, d'enseigner dans cette école de dimanche. J'étais en train de prêcher. À l'école de dimanche, c'est comme dans l'armée, ce n'est pas vraiment une église en soi. Parce que pendant que vous êtes en train de prêcher, il y a des gens qui peuvent se battre, il y a des gens qui peuvent souffler, il faut calmer, tout ça. Mais vous êtes en train de prêcher. Mais il y avait une fille qui était directement en face de moi, qui me regardait très attentivement. Pendant que les autres étaient dérangés, elle me suivait très attentivement pour me suivre. Elle ne dérangeait pas, elle était très concentrée. J'ai prêché, à un certain moment, je me disais à ce que je prêche très bien. Cet enfant, elle est vraiment, cette fille, elle est vraiment aimée. Mais elle était tellement trop attentive. À un certain moment, je me suis arrêté pour poser la question à la fille. Mais pourquoi vous me suivez très attentivement comme ça? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle m'a rétorqué, ouais, mon fils, au condi. Tout ce que j'ai raconté, elle n'était pas dans les thèmes. Elle observait justement mon attitude et elle s'inquiétait pour mon état de ça. Raison pour laquelle depuis ces jours-là, je n'ai pas bien de parler dans un endroit trop attentif, trop serré. J'ai une zone de turbulence et sur la cette zone de turbulence, on va échanger et la cite à fond qui va jaillir la lumière. Je pense que j'aimerais être compétitif, j'aimerais assez que nous puissions vraiment être dans une zone de turbulence. Est-ce que vous pouvez me rassurer avec une petite sourire? Ok, merci, je mets ça en sécurité. Ok, mon prédécesseur vient d'aborder, il a défini le fédéralisme ainsi que l'unitarisme, donc le conflit. Je ne vais pas revenir sur ça parce que cela a été bien explicité. S'il vous plaît, on peut observer un silence dans le couloir. Merci. Je ne vais pas revenir sur les concepts déjà explicités. Je vais passer à autre chose parce que c'est vraiment nécessaire de, avant d'entrer dans le débat, de définir des concepts opérationnels. Les concepts opérationnels, c'est ce qui peut voir même la particularité de ce qu'on appelle les analystes politiques. Parce qu'en soi, les analystes politiques, ce n'est pas tous les politiciens qui sont analystes politiques. Non. Les analystes politiques sont ceux qui ont fait parfois les sciences du pouvoir. Lorsqu'on parle des sciences du pouvoir, on voit l'économie, sociologie, relations internationales, les sciences politiques. En dehors de cela, on peut ajouter analystes politiques, tous qui ont
était dans la politique active pendant très longtemps, qui maîtrise. Donc, pendant cette périodicité, cela leur donne l'attitude de maîtriser les concepts opérationnels, de maîtriser les fonctionnements des institutions, d'avoir même la connaissance sur l'histoire politique. Donc, cela se présente comme des outils qui permettent à ce que les gens puissent faire des analyses. Pour dire que sans la maîtrise des concepts opérationnels, c'est difficile de faire des analyses approfondies. J'attaque directement parce que le fédéralisme a été défini et l'unitarisme. Je parle directement au niveau de la décentralisation. La décentralisation est un système politique où la forme d'État qui permet à ce que le pouvoir central puisse léguer le pouvoir, une partie de son pouvoir aux entités territoriales décentralisées, ce qu'on appelle les ETD, la brèche des ETD. En cédant une partie de son pouvoir, ces entités territoriales décentralisées, ils ont l'autonomie de gestion et ils ont une personnalité juridique. À ce qui concerne notre pays, donc c'est ça la définition de la décentralisation. À ce qui concerne notre pays, parce que dans notre sous-thème, qui est la décentralisation politique dans la Constitution du 18 février 2006, antichambre de la balkanisation, nous parlons de la décentralisation dans la Constitution. Parce que, donc, cela signifie que nous devons localiser la décentralisation dans notre Constitution et voir les différents aspects qui prônent cette décentralisation dans notre Constitution. Nous allons voir que dans notre Constitution, dans l'article 3 de notre Constitution, première, deuxième, troisième alinéa, ça nous donne les indices de la décentralisation. D'abord, ça nous typifie quelles sont les entités territoriales décentralisées par rapport à notre Constitution. Notre Constitution reconnaît comme les entités territoriales décentralisées. Il y a d'abord, il y a la commune, qui est une entité territoriale décentralisée. Il y a la ville, il y a la commune, il y a la chefferie, et puis il y a la chefferie, et il y a la chefferie, oui, qui sont des entités territoriales décentralisées. Comme nous reconnaissons que ce sont des entités territoriales décentralisées, donc ce sont ces entités qui ont la personnalité juridique et qui ont l'autonomie de gestion. L'autonomie donc financière, l'autonomie financière, l'autonomie de personnel, donc l'autonomie humaine et l'autonomie voire même technique. Cela est donné aux entités territoriales décentralisées. Et une autre particularité dans notre décentralisation au niveau de l'article 155 de notre Constitution, c'est là où se loge le diable. Il y a une particularité dans notre décentralisation. Le pouvoir central gagne donc les entités territoriales décentralisées à leur niveau, qui sont gérées par les provinces, gagnent les 40%. Les 40% sont retenus au niveau provincial et les 60% restants c'est réparti comme suit. Les 50% revient au pouvoir central, puis qui est géré au niveau du pouvoir central. Les 10%, on appelle ça, le 10%, c'est envoyé au niveau du pouvoir central. Les 10% servent de la caisse de la péréquation. Pourquoi une caisse de péréquation? Parce que vous allez voir dans les différentes provinces, le 26 que nous avons, où au niveau des entités territoriales décentralisées, nous n'avons pas le même étendue, nous n'avons pas les mêmes ressources. Pour question d'inégalité, pour chercher un peu de faire une répartition égale, parce que tel que la province de Qatar et Congo central, je ne vais pas comparer cela avec la province de Kwilu, par exemple, ou des provinces telles que, je vais citer Kwang et autres. Donc, il y a des provinces qui ont beaucoup de ressources, Katanga, et il y a des provinces la province
exemple du Congo central qui a beaucoup de ressources, parce que même Qatar a tel que réparti avec ce niveau de découpage. Donc vous allez voir toujours dans ces découpages, ces micro-provinces, ces petites provinces ont plus de ressources que d'autres provinces. Raison pour laquelle, pour créer l'équilibre, on prend le 10% qui servent de la caisse de la péréquation. Il y avait une discussion, parce que notre constitution a été légiférée en 2006, mais en 2007, il y avait une réunion entre les provinces où on devait discuter s'il fallait adopter l'option de la retenue à la source des ressources des ressources financières revenues des taxes ou des impôts. Est-ce qu'il fallait, cela devait être retenu au niveau des entités territoriales décentralisées, cela devait être retenu au niveau des provinces où on devait d'abord renvoyer au niveau du pouvoir central et au niveau du central, on peut rétrocéder. Après cette discussion, ce qui a été retenu, c'était la rétrocession quand même. Donc, on mobilise les fonds, même au niveau de province, on déverse les cours au niveau du pouvoir central, et le pouvoir central, à son tour, va rétrocéder de 40% au niveau de province, et 10% sera gardé pour être réparti et voir là où les provinces qui n'ont pas beaucoup de ressources pour ouvrir un peu pour créer cet équilibre. Je disais, c'est là où c'est loge du diable. Pourquoi? Parce que les législateurs, c'est une raison de plus d'ailleurs qui nous motive à dire que cette constitution doit être révisée. Parce qu'il y avait une intelligence quelque part qui voulait mettre à conflit les entités territoriales décentralisées et le pouvoir central. Comment? Parce que notre pays, s'il faut rappeler, la RDC est 80 fois plus que la Belgique, c'est 5 fois plus que la France, c'est 90 fois plus que le Rwanda. Pour dire que c'est un sous-continent. En principe, à la tête de notre pays, on devait avoir un budget pour au moins qu'on puisse avoir ce coût de soulagement. On devait avoir un budget approximatif de 200 ou 300 milliards de dollars. Mais avec le budget que nous avons de 16, de 17 milliards, voire même 20 milliards de dollars, c'est insuffisant. Alors, mobiliser les fonds au niveau des provinces, déverser cela au niveau du pouvoir central, le pouvoir central qui a l'agenda public vraiment très vaste, qui a beaucoup de priorités, beaucoup des exigences, de verser tout au niveau du pouvoir central et attendre à ce que le pouvoir central puisse rétrocéder, cela évoque à ce que vous soumettez à conclure parce que le pouvoir central ne sera pas souple de rétrocéder. C'est l'une des raisons. Les législateurs connaissant cela, c'est parmi les pièges. Autre piège, par rapport aux entités territoriales décentralisées, il y a un problème. Le cordon avait évoqué un élément. Le législateur, avant de doter voire même la forme d'État, on tient compte à beaucoup de paramètres. La culture, l'histoire et autres. Les gens ont observé à ce que, au niveau du pouvoir central, les entités territoriales décentralisées, les entités territoriales décentralisées ou les provinces, comme ils ont l'autonomie de gestion, comme ils ont la personnalité juridique, donc ils ont une grande partie de pouvoir. S'ils décident, comme les chefs de l'État ou le pouvoir central est géré par les chefs de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, ils décident, mais en décidant, ils réservent ce qu'on appelle en politique le droit de regard au pouvoir central. Et généralement, on réserve une copie au chef de l'État. Transmis une copie pour l'information au chef de l'État. Bien que ça, on réserve l'information, la décision a été déjà prise avec beaucoup de correspondances qui sont des versions du code du pouvoir central. Cela en a l'inattention du pouvoir central parfois de suivre les détails. Entre-temps, les entités territoriales décentralisées ou les provinces avancent un peu plus loin avec leur décision. Je vais vous donner l'exemple un peu typique. Par exemple, au niveau du ministère de la fonction publique.
qu'est-ce qui se passe? Le cabinet reçoit plus ou moins 200 dossiers par jour, 200 courriers. Et dans les 200 dossiers, le cabinet a la capacité de traiter par exemple 20 ou 25 dossiers par jour. Ce qui fait, sur les 200, si on fait moins le 25, vous allez voir. Et c'est que, curieusement, les dossiers ne sont pas traités par ordre d'arrivée. Les dossiers sont traités par ordre de priorité ou par clientélisme, souvent. Et le reste des dossiers restent dans les cabinets. Le jour suivant, d'autres dossiers vont venir. Pour dire que le reste des dossiers, si vous consommez un mois, le reste des dossiers sera jeté dans le papyrus. Et ça ne sera pas traité. Pour dire que les transmis copies pour information venant des entités territoriales des centres ou des provinces, souvent souffrent de l'inattention du pouvoir central. Cela échappe. Et une autre chose, les entités territoriales décentralisées au niveau de province, ça permet à ce que les entités territoriales décentralisées ou les provinces puissent se rapprocher plus avec les administrés. Et les administrés à leur tour, donc il y a un climat de confiance. Et il y a une forte adhésion, donc il légitime les entités. Une fois il y a conflit entre les entités. Dernière intervention, ça sera le camarade Claude Moukeba, qui va ici nous parler un petit peu, on a bien expliqué le risque et le danger de la balkanisation, il va nous exposer sur le rôle de la population et des institutions pour dénoncer la balkanisation à plusieurs morceaux, ou en des petits États autonomes, mais ça peut être sur la volonté des peuples, des citoyens eux-mêmes, pour une certaine réorganisation de leur vie. C'est le cas que nous avons vécu avec passé de 11 provinces en 24 et tout ça. Donc, ça peut prendre cette forme. Mais la balkanisation est aussi une confiscation brutale de votre territoire par des forces étrangères qui sont venues occuper vos territoires et au finish, ils prétendent que nous avons des revendications et ceci, nous ne saurons pas cohabiter avec cela et vous arrivez à la division, qui est aussi la deuxième forme de la balkanisation. Nous avons vu ça lors de la sécession katangaise, de la sécession kassaïenne, parce que des personnalités congolaises ont été utilisées pour porter la volonté de l'homme blanc qui lui avait derrière lui son idée. Il faut un État grand comme la RDC, il faut la diviser en petits États sécessionnistes pour qu'on puisse effectivement balkaniser. La balkanisation donc ne date pas d'aujourd'hui ni de l'Est du pays, c'est déjà au lendemain de la proclamation de notre indépendance. Vous avez vu ces sécessions-là avec Tchombe et tout ça, c'est en 60 même. Nous venions à peine de prendre l'indépendance et les projets de balkanisation ont commencé. Donc, l'homme blanc n'a jamais quitté ce rêve-là de diviser ce pays un jour et de nous donner. Alors, quand nous avons constaté que des fils du pays manipulés et instrumentalisés avaient servi de porte-volonté aux convoitises et cupidité des puissances étrangères, vous comprenez que c'est-à-dire que nous pouvons être nous-mêmes Congolais, par cupidité ou par stupidité, des artisans de notre propre démembrement non désiré. Et ça, c'est à travers des conflits de communauté, à travers des conflits de territoire. Donc nous avons toujours des raisons qui parfois nous sont imposées, mais juste pour nous diviser et permettre cet esprit de balkanisation, à cet esprit de balkanisation de se formaliser. Alors, mais tu sais, nous savons que
la situation dans sa globalité, il y a deux positions contradictoires. Pour les puissances extérieures et tous nos voisins, le Congo doit être démembré. Ça, c'est à l'unanimité. Tous nos voisins, toutes les puissances étrangères, pour eux, le Congo ne peut pas être dirigé à cette dimension. Donc, il faut des petits États qui seront moins forts que le Congo et que l'on peut dominer aisément. Mais pour la majorité des Congolais, la balkanisation du Congo serait un sacrilège inacceptable. Nous avons maintenu le langage de l'unité. Depuis Kassavoku, depuis Mobutu, tous nos présidents ont porté, peut-être pas l'avant-dernier qui faisait de manière un peu voilée, mais tous nos présidents ont porté le slogan de l'unité de ce pays et de l'intégrité territoriale de ce pays. Donc, de ce côté-là, nous sommes dans le monde. C'est ainsi que pour éviter la balkanisation, ici nous avons pris des personnes cibles pour les institutions, donc la population et les institutions. Qu'est-ce que chacun doit faire? Parce que tout est déjà dit, nous connaissons la balkanisation, nous connaissons son mal. C'est en fait nous émietter et pour mieux nous diriger, nous maîtriser. Qu'est-ce que la population doit faire? La population doit surtout éviter certains comportements. Parce que ce sont ces comportements qui forgent cette tendance à dire non, moi je préfère me retirer ou rester dans mon coin, ainsi de suite. Donc la population doit d'abord éviter toute discrimination dans nos provinces, territoires, localités, villages, toutes les entités comme les jeunes. Deuxième aspect, ils doivent éviter de se considérer propriétaires de son espace de vie parce que cet espace appartient à tous les Congolais. Donc si tu es au Congo parce que tu habites Lubumbashi ou que tu habites Kigali, ne considère pas que tu as l'exclusivité d'habiter Kigali. De toutes ces figures incarnent une philosophie. On peut vous dire, voilà, Martin Luther a dit ça, Tshisekedi a dit ça, Simon Kimbangu a dit ça. Mais pourquoi il n'y a pas la photo de Panda Farnana, Paul Panda Farnana? Je souhaiterais qu'on puisse chercher cette photo-là et nous dire que c'est lui l'initiateur même du nationalisme. Le premier étudiant congolais, c'est bien lui, Panda Farnana, le créateur ou l'inventeur du mot nationalisme, bien relié par Patrice Emery Lumumba. La balkanisation aujourd'hui, et par le temps qui couvre avec la politique, n'est pas une bonne chose. Mais c'est un régime politique destiné aux gens matures. Les gens qui n'ont pas la séparation comme premier réflexe. C'est pour des gens matures. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a l'autonomie des entités, le développement du point de vue général, le problème dans notre pays, ou même dans la conception, dans tous les exercices législatifs, c'est de savoir c'est quoi la motivation lorsque, par exemple, on veut changer la Constitution. Ou bien lorsqu'on veut aller, on veut effectivement, on veut décentraliser. On va vous dire que la décentralisation dans notre pays était une façon de contourner, Moïse Katumbi, qui était devenu encore très virulent vis-à-vis de ce débat, cette conférence. C'est d'éveiller notre conscience. Le pays est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre, mais il ne faudrait pas que nous soyons indifférents. La menace, elle est très importante. J'ai apprécié la réaction du camarade Ferdinand lorsqu'il dit que la balkanisation n'est pas derrière nous. J'ai apprécié la précision donnée par notre ami le commandant Tabora lorsqu'il dit on utilise balkanisation. Oui, c'est pas ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu dans les Balkans. Mais la meilleure définition, la meilleure présentation
du fait ou de l'acte, c'est après tout simplement la sécession. Chez nous, l'expérience que nous avons et la menace que nous avons, c'est la menace de sécession. Et j'ai beaucoup aimé la contribution du révérend. Lorsqu'il parle du social, là, il réjouit également le commandant Taboura, lorsqu'il parle de la gouvernance. Quel est le contenu de la gouvernance? Parce qu'on dit toujours bonne gouvernance. Au sortir de ce débat, moi je pense que la bonne gouvernance, les faits sont liés. Nous sommes dans une société où les gens ne se retrouvent pas. Et lorsque quelqu'un ou un citoyen dans son coin fulmine du fait qu'il n'arrive pas à satisfaire ses besoins, tous ces projets, dans le contexte actuel où le pays est menacé, oui, la radicalisation n'est pas derrière nous, le pays est menacé. Parce que vous comprendrez que le Rwanda qui a pris la tête de cette menace a procédé comment? Par performer son armée, un petit pays mais qui a formé beaucoup d'éléments, beaucoup de militaires et des bonnes factures, utilisées même dans les institutions internationales. Et il s'est organisé, peut-être avec la contribution de l'intelligence nocive qui s'est instaurée contre la FDC. On a vu le Rwanda, en dehors de l'Est, opérer au Soudan. Et Dieu merci, avec le temps, on a fini par comprendre qu'ils avaient des velléités non acceptables. Là, je voudrais dire que la propension, c'était de miner le pays à travers toutes nos frontières, tout autour de nous, là, à défaut de miner l'intérieur, qui était déjà miné par la tentative avec Joseph Kabila, comme président de la République, qui a procédé à l'infiltration de nos institutions, de l'armée et de tout. Elle n'est pas formée l'armée. Elle n'est pas, oui, elle avait échoué. On dit, bon, comme l'armée est faible et tout ça, organisons-nous pour les attaquer à travers les frontières. Et avec comme élément de marché, tous ces pays frontaliers-là, ils savent que le Congo est nanti, est riche. Chacun va s'organiser à couper une partie. Et une partie, c'est une partie de richesse. L'Angola, l'or, c'est le pétrole qu'il a toujours exploité. Et c'est notre pétrole. On n'a pas la capacité de pouvoir le protéger parce qu'il faut une puissance militaire. Camarade Claude l'a dit. Tant qu'on est faible, on peut venir et puis on va là-bas, mais nous regardons parce que qui peut oser pointer du doigt l'Angola en ce moment? La nécessité d'une armée puissante. La puissance d'une armée repose sur la technologie et la science. Parce que si nous n'avons pas de chercheurs, si nous n'avons pas de techniciens capables de développer des armes de dissuasion, des armes puissantes, si nous dépendons de ce que les autres ont pu développer, la dissuasion des autres qu'ils ont pu développer, c'est-à-dire quelque part, nous sommes toujours faibles parce que on nous a livré des armes ici, mais tout en maintenant le système de commande. Il suffit que les autres vous disent non, en tout cas, pour le moment, n'utilisez pas ces drones-là. Et ils bloquent de leur côté-là. Vous allez trouver que les drones ne peuvent plus voler parce qu'ils doivent utiliser le système de navigation. Mais au niveau du système de navigation, ils ont eu le temps de bloquer. C'est-à-dire, il y a toujours le tabac, mais à Kangi Singa. Alors, de tout ceci, nous devons considérer que
le Congolais doit se réveiller. Le Congolais doit contribuer ou s'organiser à participer à la création d'une nation. La nation implique le passé, le présent et le futur. C'est ça la nation, l'aspect de la nation. Et retenez que lorsque, dans le contexte actuel, sur le plan militaire, oui, heureusement que nous avons eu les Wazalènes, pas que notre armée, même pas plus tard qu'hier, l'armée est entrée en collision avec les Wazalènes à Ouvira. Parce que pour l'armée, les Wazalènes nous quittent, nous allons. Et chaque fois que les Wazalènes nous quittent et ils prennent, l'ennemi vient, il prend gratuitement, sans coup férir. Et les Wazalènes nous disent en tout cas, nous n'allons plus céder ce que nous avons compris par notre sang. Et voilà qu'il y a eu des échanges. C'est des choses qui ne sont pas acceptables par nos sociétés civiles. On a connu le décrochage à Goma, à Bukavu. Mais d'où vient qu'il y a toujours cette propension-là à pousser notre armée à ne pas combattre, à céder? Et si les Wazalènes n'existaient pas, où serions-nous aujourd'hui? Alors, c'est pour dire qu'il y a encore un sérieux problème à ce niveau-là. Nous, sociétés civiles, nous devons rester éveillés. Nous devons encourager les Congolais qui sont des réservistes, des Wazalènes, qui sont une émanation de la société civile, à tenir bon. Et nous devons faire pression au niveau de la haute hiérarchie du pays, du commandant suprême, pour qu'ils comprennent que même parmi les gens qui l'entourent, qui décident ensemble avec lui, il y a cette propension-là à nous affaiblir. Nous affaiblir pour que ceux qui viennent avec, qui ne jurent pas une négociation. Et ici, moi, je voudrais dire que la négociation consiste tout simplement à balkaniser, pour agiter les bases de la balkanisation. Parce que ce sont les négociations, le dialogue dont on nous parle ici, qui arrivent, on vous dit il faut mixer. Les gens qu'on va mixer là, c'est des étrangers. Il faut qu'il y ait des espaces réservés. Le commandement doit être réservé à telle entité. Et ces entités-là relèvent de l'étranger. Alors, nous sommes dans un contexte où nous devons ouvrir l'œil. Et puis, à travers cet exercice de conscientisation, prendre d'assaut les médias, toutes les tribunes, être réactif. Parce qu'on voit, quand ces gens-là parlent, ils disent, non, par exemple, l'accord des principes que le président a signé, ou que la RDC a signé avec le Rwanda. Mais c'est une avancée très significative. Mais nous semblons ne pas être en mesure de défendre cela correctement. Alors qu'historiquement parlant, c'est un changement franc des paradigmes. Le Rwanda avait toujours des prétentions. Derrière le Rwanda, il y a toutes les multinationales et même d'autres pays voisins qui voyaient si le Rwanda perce, nous aussi on va suivre. Mais aujourd'hui, on amène le Rwanda à signer au niveau des principes, parce que tout possède des principes. Tout ce qu'on peut signer comme accord, résolution et tout ça, sont consignés dans les principes. Une fois que les principes sont clairs, les principes restent immuables, le reste peut changer. Et lorsqu'on amène un pays à signer un accord de principe, c'est une victoire éclatante. Mais là, on nous vient, on nous dit non, écoutez, comment le Rwanda a eu ce qu'il n'a pas pu avoir depuis. Non, non, le Rwanda est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, il est de principe que l'intangibilité des territoires, de notre territoire, est établie. Le Rwanda signe qu'il doit la respecter. C'est un principe immuable. Il est déterminé que le Rwanda n'a pas les richesses que nous avons. Nous allons signer un accord de partenariat
avec les États-Unis. Les États-Unis vont encourager le Rwanda à établir ou à régir une économie de services. Ils vivent à côté d'un géant qui a des minéraux, qui a tout et tout. Constituez-vous en société de services tel qu'on leur a toujours demandé. C'est-à-dire créer des avions. C'est dans cela que même le Qatar s'est impliqué à leur apporter des avions de Qatar Airways. N'est-ce pas ça? Et créer un très bon service. Et on vous donne aussi la possibilité d'aller au Congo, de transporter le Congolais dans de meilleures conditions. Vous allez vous retrouver en tant que société de service. Oui, il y a une raffinerie. C'est pourquoi le Qatar est plus qu'impliqué. Parce qu'il y a une raffinerie qu'ils ont conçue au Rwanda. Mais si le conflit persiste entre le Rwanda et la RDC, cette raffinerie, il faut la démanteler. Parce que nos minéraux n'iront jamais là-bas. Alors c'était fait dans le sens d'encourager le Rwanda à évoluer en tant que société de service. On peut traiter nos minéraux là-bas et aussi y tirer un petit profit. Au-delà de toutes les autres dispositions consignées dans le projet ou les accords de la CPGL, où on exploite ensemble le gaz naturel, on exploite le parc qui traverse le Congo, qui va aussi au Rwanda et ailleurs. On doit avoir une gestion collégiale et tout ça. Et les États-Unis veulent formaliser tout ça. Ils veulent formaliser tout ça. Mais on vous dit non parce qu'on parle du Rwanda et tout ça. Mais eux, ils disent, écoutez, nous voulons faire en sorte que c'est la RDC. Et vous, constituez une société de services. En tant que tel, vous pourriez vous retrouver. Et également, je voudrais ici souligner le Kagame Paul, il faut le conjuguer au passé comme nous disons. Parce que c'est quelqu'un qui a été façonné dans un profil bien déterminé, mais aujourd'hui le contexte a changé. Il ne pourra plus se retrouver dans ce contexte-là, il ne saura pas. Soit il va se suicider, s'il cherche à se reconvertir, il va commettre beaucoup d'erreurs, et les autres, les Américains, ne sont pas dupes parce que c'est leur produit, c'est eux qui l'ont formé, c'est eux qui l'avaient formaté et puis dressé pour accomplir toute cette besogne. Et il faudrait que le Rwanda respecte les principes démocratiques, qui voudraient dire, en termes de démocratie, une voix, une personne. Kagame avec sa horde, ils sont minoritaires au Rwanda. On connaît qu'ils sont majoritaires. Et je crois qu'à travers ce qu'est en train de se faire maintenant, Kagame pourrait être laminé de l'intérieur. Parce qu'on va lui poser la démocratie véritable. Et il ne pourra pas survivre. Moi, je pense que c'est une victoire indéniable. Et j'ai voulu apporter des éclaircissements en profitant de l'occasion pour aborder certains thèmes, certains sujets qui sont d'actualité. Je vous remercie. Merci.